Hey, bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Quel sujet? Donc comme tu l'as peut-être vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va voir comment faire pour prendre sa vie en main. Comment tu vas réussir à prendre les décisions qui vont faire que demain ta vie va se retrouver mieux, tout simplement. Alors petit truc, si tu vois mon regard glisser, sur la droite, c'est tout simplement parce que j'ai ma prise de notes. En effet, le but de ces podcasts est de t'apporter, aussi, quelque chose, que tu puisses, repartir d'ici, de cette vidéo avec un certain nombre de matières à réflexion. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un certain plan, une certaine structure dans ma manière d'aborder l'épisode. Et c'est pour ça que j'ai donc une petite liste avec une énumération des points à aborder et l'ordre dans lequel il est le plus intéressant d'aborder ces 10 points. Donc commençons sans plus attendre. Donc aujourd'hui, du coup, tu l'as bien compris, on va voir comment est-ce que on peut arriver à prendre ses propres décisions, comment on prend sa vie en main, on prend son courage à deux mains, et puis on fonce, on y va, on croque la vie, et on se dit, allez, là maintenant, c'est mon moment, et je vais faire tout ce que je peux pour atteindre mes objectifs, mes rêves, tout ce que tu veux. Donc, déjà, je vais faire peut-être un tout petit point sur comment arriver à cet état-là. Premièrement, je pense qu'il y a plusieurs ennemis dans nos vies. Quand je parle d'ennemis, je parle d'ennemis imaginaires, hein, je ne parle pas de personnes physiques, bien évidemment. Je parle de concepts qui sont assez répandus et je pense nous sommes beaucoup à être victimes, entre guillemets, de nos propres je vais pas dire pulsion, mais de notre propre fainéantise à vouloir changer les choses. Et je pense notamment à la toute première chose qui me vient en tête quand je pense à quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser ses objectifs. Souvent, c'est la flemme ou la procrastination aussi. En fait, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Mais en fait, pour moi, derrière la procrastination se cache la flemme de faire les choses. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Déjà, je pense que du coup, c'est peut-être intéressant de définir ce que c'est. À mon avis, tu vois ce que c'est la procrastination, mais je préfère le définir au cas où pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ou qui peut-être veulent aller un petit peu plus loin dans la définition de la procrastination. Donc, la procrastination, très concrètement, c'est juste le fait de remettre à plus tard quelque chose que l'on pourrait faire tout de suite. Je te donne un exemple très concret. Tu es là, c'est midi, tu viens de finir ton repas, tu viens de finir de manger, et puis tu as ta pile de vaisselle. Et puis, tu te dis, ah, j'aimerais bien, avant de faire la vaisselle, je viens de finir de manger, ouais, bon, je vais me faire mon petit café, tu vois. Puis tu te fais ton petit café, puis tu te dis, ouais, puis je vais faire ma petite sieste. Puis tu fais ta petite sieste. Et puis petit à petit, comme ça, tu te rajoutes des tâches fictives, en fait, pour repousser ce moment, ce truc que tu considères comme chiant, parce que t'as pas envie de la faire la vaisselle, parce que c'est... Qui aime faire la vaisselle, tu vois? Enfin, il n'y a pas grand monde qui prend son pied à prendre son éponge et à frotter, là. Non. Donc du coup, c'est quelque chose que tu assimiles comme étant désagréable et tu vas le repousser petit à petit en rajoutant d'autres tâches qui ne sont pas, entre guillemets, nécessaires. Par exemple, le matin, tu te dis, allez, ce matin, je dois écrire un mail. Tu sais que tu n'as pas forcément envie de le faire parce que ça va te demander une certaine réflexion ou quoi. Et du coup, tu vas dire, ah tiens, je vais d'abord, il y a un peu de poussière, je vais nettoyer mon bureau, je vais faire mon truc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est aussi une maladie. Une maladie. Il existe un terme médical pour les gens qui procrastinent. Alors, de mémoire, c'est ce qu'on appelle les retardataires chroniques. Je ne suis pas sûr de cette information. Si jamais, je mettrai un petit truc au montage pour mettre le terme précis. Mais donc, on appelle ça aussi les retardataires chroniques. Alors, bien évidemment, il y a plein de choses sur la procrastination. Il y a des explications scientifiques, des recherches qui ont été menées sur le sujet, comme quoi il y a une part de génétique dans la procrastination, comme quoi il y a une part aussi due à qui nous sommes, à notre personnalité. Il y a les profils des gens qui vont être plus émotifs et des gens qui vont être un petit peu plus cartésiens.
et enfin cartésien n'est pas le bon terme, excuse-moi, plus dans le concret quoi, qui vont être un petit peu plus portés sur la logique que sur l'émotif. Et donc ces choses-là, ces types de personnalités-là vont avoir un impact sur la procrastination. Les études ont montré que les gens qui ont un caractère un peu plus émotif, qui sont victimes de leurs pulsions, qui sont assez impulsifs, qui ne se contrôlent pas très bien, qui n'ont pas trop de self-control, sont plus sujettes à la procrastination qu'une personne qui va être basée sur la logique et qui va se dire je fais les choses indépendamment de mes sentiments ou mes émotions. Quand on y réfléchit, ça semble un peu logique, mais voilà, je préfère le souligner. Il y a des recherches qui ont été menées là-dessus, des livres ont été écrits. Donc si tu veux te documenter sur le sujet, il y a beaucoup de ressources à disposition aujourd'hui. Si je retrouve certaines sources, je pourrais te les mettre en description si jamais tu veux approfondir un petit peu ces notions. Moi, je ne rentre pas plus dans le détail parce que ce n'est pas non plus le sujet de la vidéo. La procrastination fait partie de l'ensemble des choses qui font que, à l'heure actuelle, tu n'arrives pas à prendre ta vie en main. Pourquoi on pourrait se dire que moi, je n'ai pas forcément de légitimité à parler de ça? Bah en fait, détrompe-toi mon gars, parce que moi, je suis un gars qui procrastinait énormément. Je remettais beaucoup de choses à plus tard. J'essayais bien évidemment de me motiver, à me dire allez, fais les trucs, machin. Souvent, je me disais allez, c'est pas grave, là tout de suite tu le fais pas, mais demain tu seras motivé, tu vas le faire. La première des choses en fait que j'ai arrêté de faire, c'est d'attendre la motivation pour faire les choses. Moi personnellement, je me suis dit un jour, là, Kélian, arrête d'attendre la motivation parce que tu ne seras pas motivé de toute façon. Parce que la procrastination, c'est reporter à plus tard un truc que tu estimes chiant. Voilà, qu'on se le dise. T'as déjà vu un mec qui procrastine pour regarder une série sur Netflix, un mec qui procrastine pour aller bouffer McDo, Non, ça n'existe pas ça. Un mec qui procrastine pour faire un truc qu'il aime, pour jouer aux jeux vidéo, pour faire de la musique, du sport. Enfin, le sport, c'est un peu différent parce que des gens qui n'aiment pas ça. Mais personne ne procrastine pour faire quelque chose qu'il aime. Ça, c'est... Je ne connais pas. Je ne connais pas. Si t'en connais, dis-le moi, parce que vraiment, je ne connais personne qui remet à plus tard quelque chose qui va lui apporter de la satisfaction immédiate. Et donc ça, moi un jour, je me suis dit, il faut que tu repousses cette satisfaction immédiate, il faut que tu te confrontes à la dureté des choses, à la dureté de la vie, hein, entre guillemets. Et je pense que c'est très important d'arriver à se poser un cadre fixe, à se dire ok, là, j'arrête de procrastiner, je le fais, je ne me pose pas de questions. Arriver à agir indépendamment de l'émotion, à agir indépendamment du plaisir instantané. Pourquoi ? Parce que ce truc que tu estimes comme chiant, souvent, et je pense que tu l'as déjà expérimenté, quand tu arrives à la conclusion de cette chose que tu estimais désagréable, bah à la fin tu te sens bien, tu te dis putain je l'ai fini, ah ça y est c'est fini, je l'ai fait, c'était pas si terrible en fait, ça va, tu vois. Et disons que on est tellement biberonné aujourd'hui avec la satisfaction instantanée que je pense quand on en arrive au point où on arrive à s'en détacher de cette satisfaction instantanée et qu'on arrive à se dire ok là je fais le truc qui est pénible, waouh, en fait c'était pas si pénible que ça, et puis ou peut-être que ça l'a été, mais maintenant c'est fini quoi, j'ai plus à le faire. Il y a une citation de Mark Twain en anglais, je sais plus exactement mot pour mot, mais c'est if your job is to eat a frog, eat it in the morning. Tu pardonneras mon accent. C'est en gros, ça dit que si ton travail c'est de manger une grenouille, bah en fait fais-le dès le matin. Et and if your job is to eat 2 frogs, then eat the biggest one first. Donc si ton boulot c'est de manger 2 grenouilles, eh ben mange la plus grosse en premier. Donc en fait
une réponse un petit peu à le problème de la procrastination. C'est-à-dire que si tu as quelque chose de pénible à faire, parce que bouffer une grenouille, c'est pas sympa, tu vois. Si tu as quelque chose de pénible à faire, ou si tu as deux choses pénibles à faire, eh bien, commence par la plus grosse de ces choses. Commence par la chose pénible. Et si tu as plusieurs choses pénibles, commence par la chose la plus pénible. Parce qu'après, tu seras débarrassé pour tout le reste de ta journée. Et ça, je trouve ça très intéressant de découper ces journées en fait comme ça. Et là, j'en arrive sur un autre point de comment lutter contre la procrastination, c'est de se fixer des objectifs quotidiens. C'est-à-dire, tu te dis, tu fais un agenda. Moi, j'ai un agenda tous les jours, donc j'ai tout qui est écrit. Dis-toi, je ne le faisais pas du tout avant, mais c'est quelque chose maintenant que je fais. Même mes heures de repas et de moments où je fais un petit peu ce que je veux sont notés dans mon agenda. Absolument tout est écrit. Alors je ne dis pas que c'est la valeur absolue, que ça convient à tout le monde. Moi-même, je ne pensais que ça ne me convenait pas jusqu'à ce que je me mette à le faire. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, moi, mes journées se composent à peu près de la manière suivante. Donc le matin, à 7 heures, en général, je vais courir, parce que j'ai un objectif de marathon qui arrive dans pas longtemps. Donc j'ai tout mon entraînement. En général, le matin à 7 heures, je vais courir. Ensuite, à 8h30, je commence mes activités jusqu'à 11h30. 11h30, je sais que je m'arrête quoi qu'il arrive. Et à 11h30, je commence à faire à manger. Je mange en général du coup entre midi et 12h30. J'ai mon petit café, je fais ma vaisselle. Et derrière, je reprends le travail sur les coups d'une heure environ. À 16h, j'arrête tout ce que je fais. Le travail se termine. À 16h, du coup, je range mon lieu de travail, je range un petit peu tous mes trucs. Si j'ai 2-3 trucs à passer dans l'appart, je passe. Je fais ma petite collation, mon petit goûter, mon petit truc. Et à 16h20, tous les jours, je prends mon sac de sport et je fonce à la salle. Je reste après, donc là c'est variable, je me bloque la soirée jusqu'à 18h30 en général, même si souvent à 18h je suis rentré parce que je fais des séances d'environ 1h15, 1h30 grand maximum. Et je rentre à 18h30 en général, le temps que je rentre de la salle parce que j'y vais à pied, je suis pas très très loin de ma salle de sport. Et je termine ma journée, donc je note en général à 19h, je commence à faire à manger. Et après, le soir, c'est je lis, je bouquine, je fais un truc. Mais tout ça, c'est écrit dans mon emploi du temps. Et en fait, le fait de décrire les choses, ça permet de les conscientiser. C'est-à-dire que quand tu te dis « Ok, je vais faire ça », tu ne l'as pas intégré comme quelque chose de palpable. Tu ne te dis pas que c'est posé, c'est quelque chose de physique. Le fait de l'écrire, de le programmer, ça va t'aider à te dire, à l'ancrer dans la réalité. Ce n'est plus quelque chose d'imaginaire, ça va être quelque chose de réel. Et ça, c'est quelque chose de très important pour arriver à structurer, avoir un cadre de travail, un cadre de vie et à ne pas te laisser submerger entre guillemets par la fainéantise et la flemme de faire un truc parce que tu sais que ça va te faire chier. En fait, là, tu sais que de telle heure à telle heure, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. C'est réel en fait. C'est là. C'est ton planning. Tu dois le faire. Tu dois bosser. À cette heure-ci, tu bosses. Voilà. À cette heure-ci, tu manges. À cette heure-ci, tu vas faire tes courses. À cette heure-ci, voilà. C'est comme ça. C'est un point, on va revenir un petit peu plus tard dans l'épisode, c'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est un terme qui existe pour de vrai, c'est ce qu'on appelle les non négociables. On reviendra un petit peu dessus plus tard dans l'épisode. Donc ça, c'est la procrastination, comment lutter un petit peu contre elle. Donc moi, comment j'ai arrêté, si on fait une petite conclusion sur ce bloc-là, c'est comment lutter contre la procrastination. Lutter contre la satisfaction immédiate et ne pas vouloir à tout prix avoir un plaisir instantané. Arriver à mettre en place une routine de travail, un calendrier où on ancre les choses dans le réel et non pas dans l'imaginaire. Et le troisième point, qui pour moi est important, je dirais ne pas attendre la motivation pour faire quelque chose. Juste faire la chose. Être motivé ou pas motivé, peu importe, on fait cette chose. Voilà. Ça, c'est, je pense, les 3 points qui sont
essentiels et qui, je pense, vont t'aider, parce que c'est ce que moi-même j'ai fait pour lutter contre la procrastination. Et aujourd'hui, il m'arrive de temps en temps de procrastiner. Ça m'arrive. Mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Souvent, en fait, quand je fais de la procrastination, en fait, c'est pour des tâches mineures. C'est des trucs qui, je sais, que ne sont pas urgents ni importants. Je te laisse te renseigner là-dessus si tu veux, parce que ce n'est encore une fois pas le but de cet épisode, mais c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Eisenhower qui était un président américain qui était connu pour très bien gérer son emploi du temps et qui a créé une matrice. En gros, vous avez 4 blocs qui sont gérés par l'importance et l'urgence des tâches à accomplir. Et donc, en fait, les trucs urgents, entre guillemets, urgents et importants, vous les faites en premier. Les trucs importants mais pas urgents, vous pouvez les déléguer. Et les choses qui sont urgentes mais pas importantes, non, c'est les choses urgentes pas importantes que vous pouvez déléguer. Enfin, voilà, on s'en fout. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. C'est la matrice d'Eisenhower. Il y a plein de trucs là-dessus. Vous trouverez une quantité astronomique d'informations à ce sujet. Donc ça, c'est le point procrastination. Maintenant, je pense un truc important, c'est se dire vos objectifs, vos décisions et comment prendre ces décisions et ne plus douter. C'est quelque chose qui, moi, pendant des années, je ne suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en soi vis-à-vis de l'accomplissement des choses. Quand j'ai pris la décision de faire quelque chose, je sais que je me donnerai les moyens de le faire, mais je doute en fait de est-ce que je dois faire cette chose ou cette chose, laquelle je préfère faire. Quand je dis je préfère, entendez par là laquelle je veux faire, laquelle est le mieux pour moi. Et ça, c'est quelque chose où souvent je me retrouve à me frotter la barbichette et je me dis, je suis pas sûr. Qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je ne dois pas le faire ? Et donc, la meilleure manière de lutter contre ça, y a 2 trucs qui pour moi sont essentiels. Y a un truc que j'applique, c'est ce que j'appelle la règle des 80 ans. C'est Steve Jobs qui disait ça. Il disait, imagine que quand tu auras 80 ans, est-ce que cette chose-là, tu vas regretter de ne pas le faire ? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, ne le fais pas. Voilà, tout bêtement. Et du coup, on en arrive à la notion de regret. Et pourquoi les regrets et les décisions, arriver à prendre une décision, c'est très lié. C'est parce qu'il existe 2 types de regrets. Il y a les regrets d'omission, qui sont donc les regrets, on n'a pas fait quelque chose et donc on regrette de ne pas l'avoir fait, et les autres. C'est-à-dire, là, j'ai fait quelque chose, c'est les regrets d'action. J'ai fait quelque chose, ah merde, je regrette d'avoir fait cette chose. Et dans une vie, je pense, je ne sais pas les chiffres, je ne sais pas si beaucoup d'études ont été menées là-dessus, je pense qu'il y en a eu. Je pense quand même que souvent, nos regrets sont des regrets d'omission. Moi, dans ma vie, j'ai beaucoup plus de regrets d'omission que de regrets d'action. Après, bien sûr, j'ai des regrets d'action, hein, bien évidemment. Il y a des choses que je regrette énormément d'avoir fait dans ma vie. Il y a des trucs, si aujourd'hui je me dis, si j'avais dû ne pas le faire ou faire différemment, j'aurais fait différemment. Après, en soi, toutes les choses qu'on fait contribuent à la personne qu'on est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas fait ce que j'ai fait dans ma vie, si je n'avais pas eu le parcours que j'ai eu. Donc en soi, je regrette certaines choses, oui, mais en même temps, je ne les regrette pas parce que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Par contre, quelque chose que je n'ai pas fait, ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, donc ça veut dire que c'est trop tard. Je ne peux plus le faire. Et le fait de se dire, donc, quand j'aurai 80 ans, est-ce que je vais regretter ? À 80 ans, peut-être qu'il sera trop tard. Il sera sûrement trop tard. Il y a 95% de chances qu'à 80 ans, il soit trop tard pour faire cette chose. Il y a des choses qui, des fois, ne peuvent être faites que maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. C'est là qu'il faut le faire. Et du coup,
lutter contre ces regrets d'omission, se dire ouais là je veux pas en fait regretter de ne pas l'avoir fait. Je veux me dire je l'ai fait et de pas le regretter derrière. Ben ça c'est super puissant en fait. C'est un très bon moteur pour arriver à prendre une décision. Et par exemple, quand notre cœur balance entre deux décisions, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête qui me parle à moi parce que je l'ai vécu, c'est les études. Aujourd'hui, on demande de plus en plus aux jeunes de savoir tôt ce qu'ils veulent faire. Je pense que quand on est enfant, c'est dur de savoir ce qu'on veut faire. Quand on a 15-16 ans, se dire, là tout de suite, je dois choisir un métier que je vais potentiellement faire toute ma vie, c'est terrifiant. Pour moi, je trouve ça terrifiant. Déjà que cette perspective-là, même à 23 ans, je trouve ça terrifiant. Pour un enfant de 14-15 ans, enfin un ado, ouais, je suis pas sûr que à 14 ou 15 ans, la majorité des gens sachent ce qu'ils veulent faire. Je ne pense pas. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Moi, je me suis laissé porter. Du coup, je vais ouvrir une petite parenthèse un petit peu sur ma vie, sur mon parcours et comment moi j'ai vécu les choses et du coup comment j'en suis arrivé à un moment charnière dans ma vie où j'ai dû faire un choix entre deux voies possibles. Deux. T'as vu, j'ai fait deux avec mes doigts, ça fait 4. Non, entre deux voies possibles. Donc, moi, en gros, j'ai fait mon lycée, machin, voilà. Puis, je suis arrivé à la fin de mon lycée. Et puis, je me suis dit, bon, tu fais quoi, mec? Et puis, moi, j'aimais la musique. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas la musique? Et puis, mes parents, ma mère me disaient, oui, mais Kélian, tu sais, la musique, c'est dur d'en vivre, c'est plus une passion, tu peux en faire à côté. Et puis, c'est vrai que la musique, faut dire ce qui est, hein, les artistes, c'est compliqué, c'est dur de vivre de la musique. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire qui tourne un peu dans la musique, mais qui me permette quand même de vivre ma vie, entre guillemets, de gagner ma vie. Et je me suis dit, je pourrais faire un G-son. Voilà. Alors, j'ai fait un G-son, j'ai postulé dans des écoles, j'ai été pris nulle part parce que les BTS publics sont saturés. J'ai donc décidé de faire une école privée. Donc, j'ai intégré une école privée. Bon, voilà, j'ai payé 15 000 € pour 2 ans. J'ai fait un prêt étudiant que je n'ai toujours pas fini de rembourser d'ailleurs. Hein. Que je n'ai toujours pas commencé à rembourser à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et donc, je suis parti sur 2 ans, mais j'aimais ce que je faisais, il n'y avait pas de souci. Mais c'était un peu par défaut. D'autant plus que, contexte, j'ai fait ça pendant le Covid. Parce que moi, j'ai passé mon bac, je suis la dernière génération de l'ancien bac, donc le bac S, le bac L, le bac ES, où il y avait les spécialités SVT, sciences de l'ingénieur, et c'était tout, sur les bacs S. Moi, j'ai un bac S. Et forcément, nouveau bac, nouvelle conjoncture, Covid, etc. Je me suis rendu compte que les métiers du spectacle, c'était vachement précaire. Et le Covid aidant, je me suis rendu compte que j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, mais t'imagines, des trucs comme ça, ça te détruit, quoi. En fait, du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans rien. Et pendant mes études, pendant mon BTS, j'ai été amené à faire de l'acoustique. L'acoustique, je trouvais ça génial, je trouvais ça follement intéressant. C'était incroyable, je trouvais ça trop stylé de mettre des panneaux acoustiques, de faire des traitements dans des pièces, les salles de concert et tout. Je trouvais ça génial. Et en parallèle, du coup, je travaillais un petit peu en tant qu'ingé son. J'ai fait 2-3 trucs sympas. Mais je me suis dit, du coup, vas-y, faut que tu postules dans des bureaux d'études. J'ai envoyé des candidatures, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation. On m'a dit, il faut un diplôme en acoustique. J'ai fait, écoute, Kélian, tu vas passer un master en acoustique. Ok. Je pars en acoustique. Je fais ma licence, première année. Je déteste. Vraiment, j'ai détesté ma première année de licence en acoustique. Je n'ai rien fait de concret. Il n'y avait que de la théorie.
on fait énormément de maths. Moi, en tant que technicien, j'aime faire des choses, j'aime le concret, j'aime la pratique. Et là, je me suis retrouvé dans une formation, je m'y retrouvais absolument pas. Vraiment absolument pas. Excuse-moi, c'est mon téléphone, j'ai oublié de le... Je vais le couper. Excuse-moi pour cette petite interruption, c'est ma faute. Du coup, je disais, j'ai pas du tout aimé cette première année. J'arrive en deuxième année de licence acoustique. Je me dis, j'aime toujours pas, mec. Et j'ai pris conscience de quelque chose. Je me suis dit, je veux pas faire le master. C'est pas possible. Je peux pas faire le master. Je vais pas tenir 5 ans. J'aime pas ce que je fais. J'y arriverai pas. Du coup, je me suis dit, ok, je vais faire une licence pro. Pas de souci, licence pro. Sauf que, en fait, je me suis retrouvé à un moment où je me suis dit, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et je me suis dit, non, carrément pas. Et j'ai eu une réflexion pendant une semaine. Je me suis recentré sur moi-même. Je ne suis pas allé en cours, je ne suis pas sorti, je n'ai rien fait. J'ai pris une semaine pour moi. J'ai réfléchi, j'ai posé ma vie, j'ai regardé tout ce que j'avais accompli jusque-là. J'ai regardé qu'est-ce qui me motivait, qu'est-ce que j'aimais dans la vie, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, quelles étaient mes valeurs, quelles étaient les choses que je voulais prioriser dans ma vie. Et je me suis rendu compte que moi, dans ma vie, ce que je voulais, c'était être libre, ne pas avoir de contraintes, que ce soit financières ou que ce soit en termes de temps. Je voulais pouvoir travailler comme je l'entendais. Et pendant toute cette semaine où j'ai réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que l'acoustique, je ne voulais pas faire ça de ma vie. Pourquoi? Parce que j'allais bosser en bureau d'études, j'allais avoir un patron, j'allais avoir des horaires fixes. Je voulais pas très concrètement. Et il y a aussi le fait que j'avais un peu idéalisé le monde de l'acoustique, j'avais idéalisé ce que j'allais pouvoir faire dans un bureau d'études. Et voilà, ça ne me convenait plus. Ça ne me convenait plus. Et en fait, je me suis rendu compte durant cette semaine d'introspection que toute ma vie, je l'ai vécu un peu par défaut. Mon BTS, j'aimais ce que je faisais, mais c'était un choix par défaut. C'était faute de mieux. La licence, c'est parce que je me suis rendu compte que le métier d'ingénieur du son ne me convenait pas. Technicien du son, j'ai trouvé ça précaire. Certes, j'avais cette liberté, mais c'était trop précaire, c'était trop dangereux. Je ne voulais pas avoir ce stress de me dire il faut que je trouve du travail, il faut que je trouve du travail. Je ne voulais pas avoir ce stress-là. Et je me suis dit, du coup, ok, licence acoustique. Acoustique, finalement, c'était aussi par défaut. Parce que je ne pouvais pas arrêter tout simplement mes études. Parce qu'avec un BTS audiovisuel, à part bosser dans les milieux du son et de l'audiovisuel, tu veux que je fasse quoi? Rien en fait. Je peux aller bosser chez McDo, mais c'est pas une perspective de vie qui m'enchante, même si c'est un boulot, voilà, il en faut. Hein. Moi je considère qu'il n'y a pas de sous-métier. Hein. J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé chez Burger King, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Moi je veux te dire, si à partir du moment où tu t'épanouis dans ton boulot, il n'y a pas de souci, quoi. Fais un truc dans lequel tu t'épanouis. Il y a des gens qui travaillent, qui font un taf, ils s'en foutent, c'est alimentaire, et puis leur vie commence quand ils sortent du travail. C'est juste que moi, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Et pendant cette semaine, du coup, je me suis dit, ok, t'aimes le sport, t'aimes la musique, est-ce que t'as envie de faire de la musique? Je me suis dit, la musique, je veux en faire. Alors j'ai essayé un petit peu, là j'ai sorti, pendant tout le début de l'année 2024, j'ai sorti une chanson tous les 15 jours. C'était beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. En parallèle, j'ai mon travail sur mon deuxième album. En parallèle, je me suis lancé en freelance sur Fiverr pour être musicien professionnel. En parallèle, j'ai repris mes activités en tant que mixeur. Donc, je fais du mixage pour d'autres personnes qui m'envoient leurs projets musicaux et je m'occupe de faire le mix. Je suis pas arrivé. Ça marchait pas. Je travaillais, mais ça m'a pas plu en fait. Je me suis rendu compte que la musique, je voulais vraiment garder ça pour moi. Je voulais garder ça. Je veux faire mes albums, je veux faire mes trucs, je veux prendre du plaisir à ça. Mais c'est pareil, trop précaire en fait, c'est trop compliqué. Et j'ai pas envie de courir après le travail, j'ai pas envie de cumuler
plein de jobs pour arriver à mes fins. C'est pas ce que je veux, c'est pas le but, parce qu'au final, je n'ai plus cette liberté-là, parce que je suis tout le temps en train de chercher du travail, chercher un nouveau moyen de gagner de l'argent. J'avais... je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir une entreprise où je vais fabriquer des câbles audio. J'avais ça, tu vois, j'ai vendu quelques câbles audio, quelques trucs. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube, je vais faire des trucs. Et puis, tous ces projets-là, je me suis dit, c'est bien beau, mais Kélian, est-ce que tu gagnes de l'argent? Tu vois, je me suis dit, non, est-ce que tu vas pouvoir vivre de ça? Ben, je voyais que c'était compliqué, je ramais, je pataugeais dans la semoule. Donc, je me suis dit, non, c'est pas ça. Trouve autre chose. C'est pas le truc. Pas encore. Et moi, j'ai toujours été attiré par le milieu médical. Jusqu'à mes 11-12 ans, je voulais être docteur. Je voulais être médecin, je voulais aider des gens, je voulais guérir des gens. Et je me suis dit, Kélian, t'aimes le sport. T'aimes le sport, t'aimes la médecine, t'adores l'anatomie. Quel métier pourrait allier tout ça? Et là, je l'ai eu. Kiné. Le truc est venu comme ça. Je me suis dit, putain, mais je peux être kiné. Je me suis renseigné. J'ai regardé comment devenir kiné. Donc là, je me suis dit, deviens kiné. Vous voyez, j'ai eu ce moment charnière, tu vois, j'ai eu ce truc où j'avais plusieurs voies qui s'offraient à moi. J'avais la voie continuer en acoustique. J'avais la voie persévérer dans la musique et faire en sorte que ça marche, ou une voie, on reprend tout, on fait table rase, on reprend depuis le début et on se lance, on fait des études depuis le début et on fait kiné. Et si tu savais, mon gars, si tu savais, putain, mais comme je suis heureux, comme je suis le mec le plus heureux du monde depuis que j'ai pris la décision de devenir kiné, mais t'as pas idée. Là, j'ai pas encore fini ma L2 en acoustique, je suis encore sur la fin de ma formation, mais si tu savais comme je suis comme un dingue, je suis comme un dingue à l'idée de devenir kiné. Là, mais je suis en train de... Là, tu vois, j'ai plein de fiches de révision. Là, je suis en train d'apprendre, du coup, l'anatomie. Je suis en train de me former sur l'ostéologie. J'ai plein de blogs, de forums. Je regarde des vidéos sur Internet. Je suis en parallèle une formation de coach sportif parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et je me dis, tu vois, ça, je peux suivre mes études et être coach sportif. Et j'adore apprendre aux gens. J'adore transmettre le savoir. C'est aussi la raison d'être de ce podcast, hein, tu vois. Et je kiffe trop, putain, ma vie, enfin, ma vie n'a jamais été aussi géniale que depuis que j'ai pris toutes ces décisions. Et tu vois, en fait, comment prendre ces décisions? Si je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que quand j'aurai 80 ans, j'aurai tel truc, tel truc, tel truc? Et en fait, tu vois, j'avais ces trois choix, acoustique, musique, kiné. J'ai réfléchi à la question. Je me suis dit, est-ce que je suis prêt financièrement à assumer le fait de poursuivre sur 5 ans d'études supplémentaires? Faut se rappeler, rappelle-toi hein, ce que je t'ai dit. J'ai fait un prêt hein, pour mon BTS. J'ai 15 000 € que je vais devoir rembourser à la banque. Est-ce que je vais être prêt à assumer le coût de l'école de kiné? Parce que les écoles de kiné, toutes ne sont pas publiques. La majeure partie des IFMK, donc les instituts de formation de masseurs kinésithérapeutes, sont payants en France. Est-ce que je vais être capable d'assumer les études, le coût des études de kiné et le remboursement de mon prêt? Tu vois, il y a toutes ces questions. Donc je sais que ça va être une voie très difficile. C'est potentiellement des trois voies entre finir ma licence, faire de la musique ou reprendre mes études. L'étude de kiné est potentiellement la plus compliquée financièrement, la plus dangereuse aussi parce que je ne suis pas sûr, parce que pour devenir kiné, je dois avoir une première année de formation sur des passerelles, des formations passerelles, donc des formations de santé ou de STAPS avec passerelle kiné. Je me suis inscrit à toutes ces formations et je vais devoir être dans les premiers de ma classe parce que c'est donc au classement. C'est-à-dire que il y a 15 places en formation passerelle STAPS kiné. Donc ça veut dire que je dois être dans les 15 premiers de ma classe. Si je suis pris déjà en STAPS, parce que c'est pas dit que je sois pris.
Derrière, il y a la formation, une formation un peu plus généralisée sur la santé. C'est pareil, il y a un nombre limité de places. Il y a 25 places en tout. Donc je dois être dans les 25 premiers de ma classe, sachant que c'est des classes de 80 élèves. Tu vois un petit peu? Donc c'est la décision, j'ai pris cette décision, mais je sais qu'elle s'accompagne de lourdes responsabilités. Je sais qu'elle va s'accompagner d'un lourd travail. Je vais devoir cravacher, mon copain, pour y arriver, tu vois. Je vais devoir tu vois, c'est potentiellement la première fois de ma vie où je vais devoir autant travailler et donner autant de moi-même. Je vais devoir me lancer à 3000% pour y arriver. Et tu sais quoi? J'ai jamais été aussi heureux. Parce que là, regarde, j'ai mon deuxième album qui est en préparation, qui est incroyable. On va revenir dessus un petit peu après parce que ça fait partie des choses qui m'ont aidé à prendre en main ma vie. J'ai un objectif de marathon. C'est un truc, je me lève tous les matins, je suis trop bien. J'ai des objectifs sportifs à côté en tout ce qui est musculation, force athlétique, etc. Et maintenant, j'ai cet objectif de kiné. Ma vie n'a jamais été aussi remplie qu'à l'heure actuelle. Donc, je ferme la parenthèse. Excuse-moi, elle a été un petit peu longue sur ma vie, mais je pense que c'est important que je t'explique un petit peu tout ça. Peut-être que ça va t'aider peut-être que tu vas te reconnaître en moi. Peut-être que tu vas pouvoir voir une échappatoire, entre guillemets, parce que moi, c'est ça, en fait, j'ai trouvé une échappatoire à tous ces trucs que je faisais un peu par défaut et auxquels je ne prenais pas forcément plaisir. Peut-être que ça va t'aider à réfléchir, peut-être que le fait de voir un exemple concret d'une autre personne, ça va te dire, tu vas te dire, ah ouais, tu vas pouvoir faire des parallèles avec toi-même. Donc je pense que c'est quand même important que je pose ça. Donc voilà, cette règle des 80 ans m'aide à ça. Prendre des décisions, se mettre en place des objectifs, se dire comment je veux construire ma vie et tout faire pour que ça se réalise. Voilà. Je pense que ça, c'est la clé pour arriver à prendre une décision, c'est te fixer l'objectif, te dire ne pas le regretter à cause d'un regret d'omission, très important, et te dire est-ce que quand j'aurai 80 ans, du coup, je vais regretter, et si la réponse est oui, fais-le. Voilà. Est-ce que ça va me permettre de m'améliorer en tant que personne? Est-ce que ça va me permettre de m'épanouir pleinement dans ma vie? Si la réponse est oui, fais-le. Réfléchis pas, fais-le. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus sur la prise de décision. Maintenant, je vais faire un petit aparté sur arriver à trouver quelque chose, un déclic. Parce que c'est bien beau tout ça, lutter contre la procrastination, se dire oui, là tout de suite, je vais prendre mes décisions, mais peut-être que tu veux le faire, mais que tu n'as pas encore ce déclic, ce petit truc qui fait que là, tout de suite, tu as envie, tu vois. Tu te dis, là, tout de suite, je le fais. Là, c'est bon. Il faut ce petit déclic. Ce petit déclic, ça peut passer par une chose complètement anodine. Je vais encore une fois, du coup, te donner mon exemple et quel a été mon déclic. Moi, mon déclic, ça a été mon premier album solo. Ça a été le début d'un très long processus qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là, quand tu m'écoutes parler, tu peux te dire, ouais, le mec, en fait, du jour au lendemain, il a claqué des doigts et ça y est, quoi, il sait ce qu'il veut faire. Non, mon ami. Moi, pendant 2 ans, ça m'a pris pour arriver à toute ce mindset, entre guillemets, à toutes ces conclusions-là. 2 ans, ça m'a pris. Donc, tu vois, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Il a fallu un peu de temps de réflexion derrière. Donc, moi, du coup, mon premier album, ça a été le début du déclic. En fait, tu sais, moi, j'ai pas confiance en moi. Je te l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance. J'avais beaucoup l'appréhension, la peur de publier des choses, de les rendre publiques dans tout ce que je faisais au niveau musical parce que j'avais peur de ne pas avoir la légitimité. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, chose que j'ai eu un petit peu avec ce podcast également. Mais tu vois, comme maintenant je prends mes décisions, je dis vas-y, je le fais, je fonce, tu vois. Je me dis, tu sais quoi, même si je suis un imposteur, même si j'ai pas de légitimité à le faire, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Enfin, je veux dire, je le fais. Et puis c'est tout. S'il y a des gens qui ne veulent pas le voir, ils zappent la vidéo, ils regardent pas. Mais s'il y a des gens qui veulent voir et ça peut les aider, mais c'est génial. Moi, je suis trop heureux de pouvoir aider quelqu'un à améliorer sa vie, à améliorer son mindset. Enfin voilà quoi. Donc tu vois, je le fais. Même si je suis pas forcément légitime, bah c'est pas grave, je le fais quand même. Et donc, tu vois, avant je me disais, je suis pas légitime, je le fais pas. Et un jour, j'ai écrit une chanson
Et je me suis dit, cette chanson, mon copain, est incroyable. J'adore ce truc. Et je me suis dit, fais un album. Un album, 100% autoproduit. Tu le fais toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon tout premier album solo, qui est magnifique. Moi, je suis extrêmement fier de ce travail. J'ai travaillé pendant 1 an dessus. C'est un album concept, il y a toute une histoire qui gravite autour. Je le trouve incroyable, vraiment. Ça m'arrive régulièrement de l'écouter et de me dire « Putain, c'est moi qui ai fait ça, je suis fier de ça. » Et donc, quelle est la morale de ce truc-là? C'est que, tu vois, en fait, t'as pas besoin de faire un truc incroyable. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, j'ai bossé sur cet album. C'est pas un truc incroyable que j'ai fait. Tu vois, j'ai pas fait quelque chose de oufissime. Mais en fait, j'ai fait une petite chose qui m'a aidé à prendre confiance en moi et qui m'a aidé à me dire, à avoir de la fierté en fait pour quelque chose. Tu vois, j'étais énormément fier de ce truc. Et tu vois, ça peut être n'importe quoi. Si par exemple, tu vois, tu as peur de parler en public ou un truc, eh ben, tu vas faire un discours en public et peut-être que c'est cette chose, tu vois, tu vas dire « Oh, je suis trop fier de moi, j'ai fait ça. » Et peut-être que ça va être le déclic, tu vois. Peut-être que ça va être le truc qui va faire que tu vas te dire « Je suis capable. » Tu vois, moi, l'album, ça a été le truc de me dire « Je suis capable, je peux le faire. » Je peux le faire, et si je peux le faire, mais pourquoi je le fais pas en fait? Pourquoi je le fais pas? Je peux le faire. Donc tu vois, trouve ton truc. Trouve-le. Peut-être que ça va être long, peut-être que ça va être difficile de le trouver. Mais ça peut être un truc tout bête, tu vois. Peut-être que ça va être parler à la caissière au supermarché. Peut-être que ça va être faire un devoir en avance pour tes cours, j'en sais rien. Ça peut être n'importe quoi. Mais quelque chose, tu vois, où tu te dis... J'ai la fierté d'avoir fait ça. J'ai accompli cette chose. Et j'ai été capable de le faire. J'en tire de la fierté, tu vois. Tu vois, ça a gonflé ton amour-propre. Je l'ai fait, putain. Et tu vois, ça, puise ta force là-dedans. Vois-le comme la première fondation, tu vois. La première pierre que tu mets. Et tu vas construire, au début, une maison. Et puis cette maison, tu vas la faire évoluer. Et puis tu vas faire un putain de château fort, tu vois. Et à la fin, tu auras un palace, tu vois. À la fin de ta vie, tu auras un giga palace immense avec plein d'ailes et tout, tu vois. Avec plein de pièces à visiter. Et ça, c'est... Tu vois, vois cette chose-là, cette fierté-là, ce premier petit truc, ce petit déclic. Vois-le comme la pierre fondatrice qui va t'aider à construire ton palais, tu vois. Ça, c'est super important. Faut trouver ce petit truc-là. Et enfin, donc jusqu'ici, on a vu la procrastination, donc comment lutter contre elle. On a vu excuse-moi, hein, je regarde mes notes un petit peu. On a vu du coup la prise de décision, comment faire pour prendre ses décisions. Tout ça, c'est bien beau, mais du coup, comment arriver à avoir le déclic, comment avoir l'envie de faire les choses, comment arriver à se poser et se dire « Ok, maintenant, je suis capable, je peux le faire, j'ai la légitimité, je veux me donner les moyens de le faire. » Et maintenant, le dernier point qui est important, une fois qu'on a réussi toutes ces choses-là, la discipline. Et ouais, parce que tout ça, c'est bien beau, mais si t'as pas une discipline de faire, tu vois, si t'as pas le truc de te dire, là, je le fais, tu vois, ne pas justement attendre la motivation pour faire la chose, se dire même quand on n'a pas envie, je la fais, ça c'est la discipline. Et la discipline, comment la développer? Ça va être un mélange de toutes les réponses qu'on a pu apporter au point précédent. C'est pas très sexy là, hein, ce qui va arriver, mais c'est... Moi, j'ai un truc, c'est de me dire, ta gueule, fais-le. Ça peut sembler con, ça peut sembler cru, mais je me dis, ta gueule, fais-le. Tu vois, par exemple, le matin. Le matin, souvent, je vais courir à 7h. Est-ce que tu penses que j'ai envie de me lever à 6h le matin pour aller courir? Spoiler, hein, la réponse c'est non, j'ai pas forcément envie de me lever à 6h le matin pour aller courir. Mais
je me dis, si tu n'y vas pas, tu es un faible. Et moi, c'est hors de question. Je ne peux pas être faible. Je ne serai pas faible. En fait, tout dépend de comment tu fonctionnes, mais moi, je fonctionne un petit peu à la provoque. C'est-à-dire que j'aime me provoquer moi-même. J'aime me dire, si tu fais pas ça, mec, t'es faible. Je dis pas que... Pour moi, en fait, je le dis pour moi. C'est-à-dire, je dis pas que si tu te lèves pas pour aller courir à 6h le matin, toi, t'es faible. Non, toi, tu es comme tu es. Il n'y a pas de souci, tu vois. Chacun réfléchit et chacun vit comme il l'entend. Mais moi, si moi, je considère que... En fait, c'est vraiment une provoque personnelle. C'est je me dis, mec, si tu fais pas ça, t'es une... Je vais pas être vulgaire, mais t'as compris ce que je voulais dire. Hein, voilà. T'es un peu... Voilà, le mot commence en S, le mot peut commencer en P, tout ce que tu veux, mais je me dis non. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Je me dis, je peux pas faire ça. Je dois le faire, en fait. C'est juste, c'est comme ça, c'est pas autrement. L'autre petite chose, si tu n'es pas dans ce mood-là de t'auto-insulter, hein, entre guillemets, ça peut être de te poser ce que le concept dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est les non négociables, les non-negotiables en anglais. C'est des choses que tu vas mettre dans ton planning, dans ton emploi du temps, qui ne seront pas négociables. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il va se passer. Ça peut être, je sais pas, une séance de sport. Ça peut être du ménage. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est un truc que tu vas mettre dans ton emploi du temps. Et ça va être non négociable. Peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur, peu importe ce qu'il se passe dans ta vie, sauf cas de force majeure extrême, hein, mais bon, je ne te le souhaite pas, et je ne me le souhaite pas non plus, je ne le souhaite à personne. Mais sauf cas de très très force majeure qui t'en empêche à tout prix, rien, je le répète, 10 milliards de rien ne doit venir t'empêcher de faire cette chose qui est non négociable. Voilà. Donc moi, tu vois, mon non négociable, c'est la salle de sport à 16h30. C'est mon non négociable. Tous les jours, sauf le dimanche, donc 6 fois par semaine, du lundi au samedi, à 16h30, je suis à la salle de sport et je pousse de la fonte. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe que j'ai envie, pas envie, que je sois fatigué, que je sois malade, j'y vais. 16h30, c'est salle de sport. Voilà. Ça, c'est un de mes non négociables. J'en ai d'autres dans la semaine, des non négociables. J'en ai plusieurs même dans ma semaine. J'en ai beaucoup. Et ça t'aide pour la discipline. Et tu vois, tu y vas progressivement. Tu commences, tu t'en mets un par semaine, par exemple. Ça peut être un truc tout con. Ça peut être tous les samedis matins, tu fais le ménage complet de ton appart. Tu sais que le samedi matin, tu te lèves, tu manges et de 9h à 11h, c'est full ménage. Tu fais la vaisselle qui te reste à faire, tu fais la poussière, les plaintes, tu passes balai serpillière, tu fais du rangement, tu réorganises ton armoire si tes fringues sont un peu en désordre, tu fais ta lessive si tu as ta lessive à faire, etc. Voilà. Tu peux commencer par un truc tout bête comme ça, c'est un non négociable, peu importe ce qu'il se passe, peu importe que tu aies fait la fête hier soir. Non, ta gueule, tu te lèves de 9h à 11h, c'est non négociable, c'est ménage, rangement de l'appart. Voilà. Et la discipline, en fait, c'est ça. C'est la capacité à te dire, je fais cette chose, peu importe ce qu'il se passe. Je dois la faire, c'est non négociable. C'est peut-être un peu extrême comme vision de voir les choses, mais en fait, pose-toi la question. Est-ce que tu veux rester dans cette zone, entre guillemets, d'inconfort où tu subis ta vie, où tu ne prends pas de décision, où tu procrastines, tu mets tout à lendemain, tu remets tout au lendemain, ou tu veux prendre ta vie en main? Et là, tu vois, tu te dis, ok, là tout de suite, je me fixe un objectif et peu importe ce qu'il se passe, j'y arriverai, tu vois. Je vais y arriver, je vais me battre, je vais tout faire pour que cet objectif se réalise et l'échec n'est pas une option. Parce que ça c'est important. L'échec n'est pas une option. Et il y a un truc très puissant
je sais pas si on peut appeler ça de la psychologie ou pas, mais un truc qui est ultra puissant, c'est que pour moi, l'échec n'existe pas. Je n'ai aucun échec dans ma vie. Je vis dans un monde indestructible. L'échec n'existe pas. Non, je ne peux pas perdre. Ça ne peut pas. À la rigueur, j'apprends. Je peux échouer dans un domaine, mais ce n'est pas un échec. C'est juste un apprentissage. J'apprends, tu vois. Moi, dans ma vie, je me suis planté un nombre incalculable de fois. J'ai appris plein de trucs, je me suis rendu compte de plein de choses que je me dis, putain, si seulement j'avais su ça plus tôt. Mais ça, c'est tout le monde. Je pense que toi aussi, ça t'est arrivé peut-être des dizaines, voire des centaines de fois de te dire, oh merde, putain, si seulement j'avais su ça plus tôt, ah, j'aurais fait différemment ou j'aurais gagné du temps, j'aurais pas perdu du temps, tu vois. Parce qu'on en revient toujours à ça, le temps. Et tu vois, moi, j'ai pas d'échec. Moi, ma vie, j'ai pas d'échec. J'ai que des réussites ou des apprentissages. J'ai appris des choses. Et tu vois, le fait de voir les choses du bon côté, bah c'est super, tu vois. Là, tout de suite, tu vois, regarde-moi. On est là, on est entre nous, t'es en train de me regarder, t'es dans ton canapé, t'es devant ton PC, t'es sur ton tel, on s'en fout. Smile. Souris, mec. Là, tu vois, on est que tous les deux. Il n'y a que toi et moi. On est entre nous, tranquille. Tu souris. Prends le temps de sourire, tu vois. Et là, maintenant, tu vois, là, t'as bien souri. Tu vois, ça a amélioré ton humeur. C'est gratuit. Ça coûte rien. Sens-toi bien, mec. T'es là, t'es posé, t'es avec moi. T'es avec tonton Kélian. On vient de se faire un petit podcast. L'épisode touche à sa fin. Le petit sujet touche à sa fin de la journée. On se glisse lentement vers la fin de l'épisode. Mec, on se fait une petite conclusion tranquille. Mais kiffe, tu vois. Là, t'es en mode plaisir. Ne vois pas le verre à moitié vide. Positive attitude. C'est con, je sais. Peut-être que t'as des coups durs dans ta vie. Moi-même, j'ai des coups durs dans ma vie. Moi-même, en ce moment, tu vois, j'ai 1000 raisons de ne pas avoir le moral. Notamment sur des questions de mon entourage, des questions aussi un peu plus d'ordre personnel. J'ai des raisons de ne pas être heureux là tout de suite. Mais mec, j'ai des objectifs, je réussis des trucs, là tout de suite je suis en pleine santé, j'arrive à concrétiser petit à petit mes objectifs, j'apprends des choses, j'avance dans ma vie. La vie est belle, mec. Putain, la vie est vachement belle. C'est cool. Voilà. Bon, je ferme un petit peu cette parenthèse good vibes, on va dire. Et on va se faire un petit point récap, si t'es d'accord, si ça te dit, où on va revoir un petit peu le tronc commun, on va dire, de toute la vidéo. On va voir la ligne médiane qu'on a pu suivre et un petit peu tout ce qui se passe sur les côtés, un petit peu plus de manière latérale qu'on a pu explorer. Sans rentrer du coup dans trop le détail de mes expériences perso, mais plus faire un récap pour toi te donner les clés de comment prendre ta vie en main et que à partir de la fin de cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain ou dans une semaine, tu te dises à partir de maintenant, je prends ma vie en main et je fais les choses. Premier point, trouver ton objectif. Trouver ton objectif de vie, te dire qu'est-ce qui te motive. Là, tout de suite, ton prochain objectif, c'est ça. Pas nécessairement un objectif de vie, ça peut être un objectif tout bête, te dire je veux me lever à 7 heures tous les matins. Ça peut être de te dire je veux prendre des douches froides. Ça peut être de te dire je veux mieux manger. Ça peut être de te dire je veux aller à la salle de sport. Ça peut être de te dire je veux devenir riche. Ça peut être de te dire tout ce que tu veux. Juste trouve-toi un objectif. Commence par une chose simple ou par une chose compliquée, peu importe comment tu te sens. Mais trouve quelque chose, fixe-toi un objectif. Deuxième chose, mettre en place un calendrier sur l'objectif. C'est-à-dire, tu veux arriver à faire cet objectif que tu viens de te fixer. Il faut y aller par étapes. En fonction, et plus ton objectif va être important, plus il va y avoir d'étapes pour arriver à cet objectif. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, ton objectif, c'est de réaliser un de tes rêves,
Tu veux rendre concret un rêve. Pour rendre concret ce rêve, tu vas devoir découper ce rêve en plusieurs objectifs. Et donc, le calendrier va t'aider à ça. C'est découper un gros objectif, un gros bloc. C'est exactement la même chose qu'en musculation. Tu prends sur 6 mois et tu vas découper en 2 mois, 3 mois et puis de semaine en semaine. Ben là, tu vas faire la même chose. Tu vas découper ton gros objectif, tu vois, ton soleil, et tu vas le découper en plusieurs petits objectifs, plus petits objectifs, que tu vas mettre en place sur ton calendrier pour savoir tes deadlines, à quel moment tu sais que tu dois avoir atteint tel nouveau palier, tel nouvel objectif qui vont te rapprocher petit à petit de ton rêve, de ton objectif, du truc final. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être de mettre en place la discipline nécessaire pour arriver à réaliser tous ces petits objectifs. Pour ce faire, tu as donc la mise en place d'un calendrier strict avec des non négociables. Mets-toi des non négociables. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus, mais vraiment, tu vas voir que ça te change la vie, les non négociables. La force de ce truc, c'est incroyable. Et parce que le non négociable, en plus, va t'aider à lutter contre la procrastination. Et du coup, autre point, lutte contre la procrastination, tu vois. Mets-toi en place des outils. Ça peut être, j'en ai parlé rapidement, de la matrice d'Eisenhower, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être la règle de la cocotte minute. C'est par exemple te dire, ok, là je bosse pendant 25 minutes, je suis à fond. Pendant 25 minutes, je suis à fond sur ce truc-là. Je ne fais rien d'autre. Je bosse 25 minutes. Au bout de ces 25 minutes, tu prends une petite pause de 5 minutes, tu vas boire un café, tu fais un truc, tu vas aux toilettes, machin, et tu rebosses pendant 25 minutes. Et le but, ça va être de faire ça pendant à peu près 1 heure, donc sur 3 fois 25 minutes. Tu vas me dire 25 minutes x 3, ça fait 1h30, plus les pauses de 5 minutes, ça fait un peu plus. Oui, ok, je suis nul en maths, et alors c'est pour ça que je rate l'acoustique. Mais bon, voilà. Ça, c'est le troisième point. Donc, on répète. Premier point, trouve un objectif. Deuxième point, subdivise cet objectif en plusieurs paliers que tu vas mettre en place sur un calendrier avec des deadlines. Troisième point, mets en place ta rigueur de travail, mets en place ta discipline et lutte contre la procrastination. Voilà. Et donc, pour lutter contre la procrastination, c'est tout ce qu'on a pu dire un petit peu avant. Voilà pour cet épisode sur comment prendre sa vie en main. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider, que ça t'a donné des clés de réflexion, des clés peut-être aussi de comparaison avec mes expériences perso, et peut-être que tu vas te reconnaître un petit peu dans ce que j'ai pu te raconter. J'espère en tout cas que ça va pouvoir t'aider, et n'hésite pas si tu as des questions, si tu as des interrogations sur peut-être un approfondissement de certaines choses. Je sais que j'ai pas mal parlé de procrastination au début. Si par exemple tu as envie que je fasse un épisode complet sur la procrastination, qui rentre vraiment dans le détail et comment lutter de manière vraiment efficace, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou en message privé ou sur les réseaux sociaux. Enfin bref, comme tu veux, contacte-moi de la manière qui te fait plaisir. Même message que d'habitude, si tu as des remarques à faire, que ce soit sur ma diction, sur le cadre, sur la qualité du son, sur la qualité visuelle, fais-le moi savoir, comme ça je pourrai essayer d'améliorer la qualité des vidéos afin de les rendre les plus agréables possibles à l'écoute pour toi, parce que à la base c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Et puis, écoute, sur ce, mec, oublie pas, sourire. Moi, tu vois, là, je sais même pas à quelle heure il est 11h49, rends-toi compte, 11h49, je viens de dépasser, on est 20 minutes plus tard, je suis censé être en train de manger, là. Donc là, écoute, je vais aller me faire à manger, surtout qu'aujourd'hui, j'ai une séance de sport avec un copain. On a une séance jambes assez velue, apparemment. Il m'a dit, tu vas voir, tu vas être à l'échec, tu vas te détruire sur toutes tes séries. Donc j'appréhende un petit peu, surtout que je suis allé courir ce matin, j'ai couru hier. On va voir ce que ça donne. Allez, en tout cas, porte-toi bien, mon gars. Et puis, écoute, je te dis à la prochaine.
Prochain épisode sera sûrement un Kelzik, un épisode de Kelzik. On parlera d'un groupe. J'ai déjà une bonne idée de quel groupe on va parler, un groupe que j'aime énormément. Est-ce que je lâche l'info ? Allez, le groupe, ce sera Anubis Gate. Voilà, t'as l'info qui est lâchée. Prochain podcast, tu sais que ce sera un podcast musique sur Anubis Gate. Voilà, bon. Allez, je te laisse. Ciao, prends soin de toi et prends ta vie en main, gars. Tu le regretteras pas, je te le promets.